Edwin Le Héron, bonjour. On va parler maintenant de la politique monétaire et des stratégies ou de la stratégie de la Banque centrale européenne, où on a l'impression qu'il y a une vraie modification du comportement, de la posture et du positionnement de la Banque centrale européenne. Bonjour. Oui, on peut dire qu'il y a même un changement qui me semble vraiment radical et qui s'accélère depuis, en gros, le traité de Maastricht qui avait un peu figé les choses, et puis la création de la Banque centrale européenne en 99. Et on peut dire de 1999 à la crise de 2008, les choses avaient été assez stabilisées, très précises et assez traditionnelles. Et depuis, on constate vraiment de gros changements. Alors d'une part pour des raisons conjoncturelles, et puis d'autre part, je pense pour des changements structurels de la société qui vont entraîner des changements structurels de la politique monétaire de la BCE. Alors commençons par le début. Quelles étaient les prérogatives d'une banque centrale, de la Banque centrale européenne, donc à sa création? Alors, la BCE était vraiment influencée par la pensée un petit peu libérale de l'époque, c'est-à-dire l'idée d'une monnaie qui est neutre, c'est-à-dire d'une monnaie qui ne joue pas sur l'activité économique et qui donc va jouer essentiellement sur l'inflation. Voilà, la monnaie va impacter l'inflation. Et donc, la politique monétaire doit s'occuper d'un objectif prioritaire, principal, numéro un, qui est l'inflation. Et c'était ça vraiment l'idée. Alors après, une fois l'objectif d'inflation donné, qui avait été fixé par la BCE à 2%, alors au début c'était entre 0 et 2, puis ils avaient fait un premier changement en 2003, ils ont dit à peu près autour de 2, un petit peu moins de 2%, c'était un peu moins de 2%, 2 ou moins, mais autour de 2, eh bien tant qu'on fait ça, c'est l'objectif principal. Si on obtient l'objectif principal, là on peut s'occuper un peu d'autres choses, par exemple la croissance et le plein emploi. Pour maintenir cette inflation, la BCE avait quasiment une seule action, c'était jouer sur les taux d'intérêt. Pour le grand public, c'était quand on entendait le matin à la radio, la BCE a augmenté ses taux de 0,25 ou baissé ses taux de 0,25. Exactement, c'est l'instrument numéro un qu'elle avait utilisé. Pour durcir la politique, on monte les taux, l'argent coûte plus cher. Si l'argent coûte plus cher, on emprunte moins. Si on emprunte moins, il y a moins d'activité économique. Si on freine l'activité économique, eh bien on va freiner l'inflation. Et au contraire, si on veut relancer l'économie, on baisse les taux d'intérêt, on facilite le crédit, on facilite la croissance. Et là, on va, dans la tradition notamment d'une courbe de Phillips, où il y a une relation inverse entre la production et l'inflation, on va relancer l'inflation. Et on laisse aux acteurs, c'est-à-dire les États et les entreprises et les consommateurs, le soin de faire l'économie. Oui, alors tout à fait, avec en plus, dans le cas de Maastricht, un encadrement très strict, puisque comme la monnaie était partagée à 19 pays, enfin pas à l'époque, mais maintenant 19 pays, on ne pouvait pas laisser les États faire non plus totalement n'importe quoi. Donc il y avait un encadrement très fort de la politique budgétaire, avec cette limite mise dans Maastricht de 3% du déficit public, et puis un stock de dette qui ne devait pas dépasser 60%. Donc ce cadre était un cadre dans lequel les États faisaient ce qu'ils voulaient, mais en devant respecter ce cadre. Et donc la politique monétaire était indépendante, totalement indépendante, et les États menaient de leur côté, dans le cadre du respect du traité de Maastricht, leur politique. C'est la pensée conservatrice, libérale, néoclassique qui était à ce moment-là au pouvoir dans les banques centrales. Tout à fait, puisqu'on a bien cité de la monnaie neutre. La monnaie n'est pas active, ne joue pas sur l'emploi, la production, contrairement à, par exemple, le mandat de la Fed. Dans le mandat de la Fed, vous avez l'inflation au même niveau que le plein emploi. Donc on a un mandat qu'on appellerait keynésien, on parle de dual. Non, la BCE, on était beaucoup plus orthodoxe, c'était uniquement l'inflation. Et si l'inflation est obtenue, là, on peut s'occuper de croissance et d'emploi, mais c'était un mandat hiérarchique. On le rappelle, la Banque centrale européenne ne finance pas directement l'économie. Alors, oui, je ne l'ai pas dit, je n'ai pas rappelé tout Maastricht parce que ce serait peut-être un peu long. Il y avait même une interdiction mise dans Maastricht. La Banque centrale européenne avait interdiction de financer les États. Et ça allait même au-delà. Les États ne pouvaient même pas se financer par crédit auprès des banques. C'était une interdiction de se financer auprès des banques par crédit. Donc ça obligeait un financement total des déficits publics de l'État par les marchés financiers sous forme d'émissions de titres obligataires. Donc il n'y avait pas d'autre possibilité pour un État que d'aller voir les marchés financiers. On avait plus de financement par les banques centrales qu'on avait encore dans le fameux statut de 1973 de la Banque de France, où la Banque de France devait financer tous les ans gratuitement une partie du déficit de l'État. Vous venez de parler au passé, donc c'est plus vrai? Alors, j'ai dit changement conjoncturel. Alors, rappelons-les, il y en a eu trois extrêmement violents.
extrêmement violent. Donc je comprends que la Banque centrale a dû évoluer, et tant mieux, c'est plutôt bon signe. Premier, c'est évidemment la crise financière et mondiale de 2008, qui a entraîné une chute à peu près équivalente de ce qu'on a connu à peu près en 29. Sauf que les banques centrales sont intervenues, alors qu'en 29, elles n'étaient pas intervenues. Et donc, justement, elles n'ont pas fait les bêtises de 1929, tant mieux, on apprend de l'histoire. Et grâce à ça, elles ont un peu sauvé le système. Mais ils ont dû changer. Deuxième choc, c'est qu'une fois qu'elles ont fait ça, ça a été massif. Eh bien, les marchés, qui du coup financent maintenant les États, ont commencé à prendre peur sur certains États qu'ils trouvaient dans des trajectoires non cohérentes. Et donc, on a eu le deuxième choc, la crise des titres obligataires en 2011, la crise des dettes souveraines, notamment grecques, chypriotes, mais pas seulement. Dite crise de l'euro. Alors, je ne dirais pas vraiment crise de l'euro, puisque le taux de change de l'euro n'a pas été tellement attaqué à ce moment-là. Donc la monnaie en tant que telle était solide. C'est plutôt la construction et la gestion justement du traité de Maastricht des déficits qui ne l'étaient pas. Certains États avaient clairement un peu triché, n'avaient pas respecté, et les marchés disaient, ben non, aujourd'hui on ne paiera pas le même prix la dette grecque que la dette allemande. Alors que jusque-là, on avait une convergence des taux. La création de Maastricht avait conduit tous les taux de tous les États. Bon, or, les dettes des États sont encore nationales. La dette de l'État français, c'est français, donc ce n'est pas de la dette allemande. Et ça coûtait le même prix. À partir de 2010-11, non, plus du tout. Les marchés disent non, il y a un risque, ils demandent une prime de risque. La prime de risque en Grèce est montée à 30%, et donc en gros, ça c'est bon. Donc deuxième gros choc, comment la BCE peut maintenir l'unicité d'une monnaie avec tout d'un coup une crise des dettes souveraines, donc des États européens qui eux sont en quasi faillite. Et puis, troisième choc, évidemment, la crise de la Covid-19, encore plus violent au niveau économique en termes de PIB qu'en 2008. Et donc ça, c'est à partir de 2020. Et puis surtout, obligeant les États à suppléer le marché. Donc là, on ne pouvait pas dire aux gens, bah, allez, travaillez plus pour compenser la crise. Non, puisqu'on disait aux gens, vous n'avez plus le droit de travailler. Vous êtes un restaurateur, vous ne pouvez plus travailler. Donc un choc d'offres, et là c'est bon, c'est les États qui ont suppléé à toute cette insuffisance. Mais là, ça a évidemment fait totalement déraper les déficits publics, et donc on ne pouvait plus respecter Maastricht, et la BCE est venue en aide. Donc 3 chocs conjoncturels massifs, massifs, massifs. Donc la réponse de la Banque Centrale Européenne, c'est d'injecter de la monnaie. Alors, et de manière énorme. Oui, alors il y a eu des réponses comme ça, mais j'ajouterais qu'il y a aussi des changements structurels. C'est-à-dire qu'on ne peut pas dire que ce ne sont que des crises conjoncturelles. La BCE est consciente, et nous sommes conscients, que l'économie a changé. En gros, il y a 4 changements par rapport au cadre de 1992, donc du libéralisme un peu béat qu'on avait là. Ça a été une accélération très forte de la globalisation économique et financière, que, évidemment, le libéralisme demandait de ses voeux. Mais ça a été très, très vite, très puissant, et notamment au niveau financier. Donc, aujourd'hui, on n'est plus comme avant avec des marchés nationaux de dette publique, par exemple, qui sont sous contrôle, comme on a encore au Japon. Non, on a vraiment quelque chose qui... Donc, la globalisation financière. Deuxième changement structurel, c'est la numérisation, c'est le digital, c'est évidemment l'apparition, notamment, par exemple, des crypto-monnaies, du fait que la monnaie devient numérique, et que donc, la Banque centrale perd parfois le contrôle sur certaines de ces monnaies de développement numérique. Ouais, plus de frontières, plus de montagnes. En fait, tout circule. Voilà, tout circule. Troisième rupture, c'est qu'on est dans des économies qui vieillissent, en Europe en tout cas, la BCE est en Europe, qui vieillissent beaucoup, donc avec un coût de la santé qui est important, problème de retraite, donc un changement structurel, je dirais, des équilibres, qui fait qu'aujourd'hui, les jeunes, par exemple, sont plutôt les victimes aujourd'hui des chocs économiques, alors qu'avant, c'était plutôt les personnes âgées, c'est plus le cas, donc là aussi, on doit en tenir compte. Un dernier changement, c'est évidemment le problème climatique et environnemental. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, ça devient une contrainte structurelle massive, le réchauffement de la planète. On voit bien que l'homme dérègle la planète, nous sommes actifs dans ce dérèglement. Et donc là, on est obligé de modifier. On ne peut plus être tout le temps croissance, croissance, croissance. On doit réfléchir à quel type de croissance. Voilà, les 4 changements conjoncturels plus ces 3 chocs conjoncturels ont obligé effectivement la Banque centrale européenne à modifier sa politique. Donc, je reviens sur mon histoire d'injection, donc de quantitative easing. Ça, c'était la politique des banques centrales et pas que européennes
depuis 2008. Voilà. Alors, on a parlé de politique monétaire non conventionnelle. En gros, il y en a 4, on peut en mettre 5, mais là, je vais me concentrer sur 4. Un, c'est le quantitative easing, c'est-à-dire effectivement des injections massives de monnaie banque centrale. Et à partir des années 2014-15 en Europe, contre des titres de dette publique. Alors qu'au début, c'est surtout aux États-Unis. En Europe, ils injectent cette monnaie, mais contre du titre privé. Et puis, après les problèmes de crise souveraine, non, ils achètent. Alors, ça a commencé même avec Trichet en 2011. Donc, on est vraiment dans j'injecte de la monnaie banque centrale et j'achète de la dette souveraine, j'achète de la dette publique. Et la crise du Covid a vraiment fait accélérer. On est aujourd'hui sur un rythme de 100 milliards d'achats de titres publics par mois, hein, donc c'est tout à fait énorme. À l'époque du quantitative easing de Draghi, on était autour de 60 milliards, hein, donc déjà des sommes importantes, donc une injection de largement plus de 1000 milliards annuels. Deuxième politique du qualitative easing qui va avec, hein, c'est-à-dire que on va aussi, les banques centrales se sont mis après 2008, c'est moins vrai aujourd'hui, à acheter des titres de qualité plus médiocre, moins bonne, qui envahissaient les marchés et qui ne valaient plus grand-chose. Et donc, ils ont accepté de racheter des titres comme ça ou de les prendre ce qu'on appelle en pension, c'est-à-dire en garantie, alors qu'avant, c'est des titres qui n'étaient pas acceptés, pour les sortir du bilan des banques et sauver les banques. C'était la seule manière, les banques en avaient beaucoup trop. Et donc ça s'est beaucoup fait au début. Troisième, d'habitude, les banques centrales donc, achètent ces titres contre de la monnaie banque centrale, mais à très très court terme, hein, à 8 jours, 3 semaines maximum, jamais plus de 3 semaines. Donc les banques sont sans arrêt obligées de revenir obtenir de la monnaie banque centrale, puisque les banques se payent entre elles en monnaie banque centrale. Donc, banque centrale, c'est pas, nous on ne l'utilise pas, mais les banques, elles en ont besoin. Et là, eh bien, ça a été un allongement énorme des temps de refinancement, puisqu'on est passé aujourd'hui à 4 ans. Donc, on ne donne plus cette monnaie à une semaine, mais à 4 ans. Et donc, évidemment, ça sauve les banques, puisqu'elles sont sûres d'avoir ces liquidités pendant 4 ans avant de devoir les ramener. Puis, le dernier changement, c'est qu'on pensait en 2008, en ayant amené les taux d'intérêt à zéro, être bloqués. C'est pour ça qu'on faisait ces politiques non conventionnelles, puisqu'on avait perdu l'instrument du taux d'intérêt dont on a parlé tout à l'heure. Il fallait bien trouver d'autres instruments, donc les quantités, la qualité et le temps. Et puis, tout d'un coup, Draghi a eu cette idée, il est le seul, hein, la Fed ne l'a pas fait, à dire mais pourquoi on n'irait pas en taux négatif? Pourquoi on ne mettrait pas des taux négatifs? Et ça, Draghi a commencé, et aujourd'hui, on est en taux négatif. Et donc, ces taux négatifs fait qu'aujourd'hui, eh bien, c'est une sorte de subvention. La BCE subventionne, via le refinancement, certains actifs. Et donc, là, ça a été des mesures majeures, puisque ça a permis, du coup, au titre de dette publique, d'arriver aussi eux-mêmes en territoire négatif, hein, puisqu'ils sont un peu moins négatifs que la monnaie banque centrale. Et donc, ça a permis, encore aujourd'hui, à de la dette souveraine comme allemande, mais même aussi française, même à 10 ans, de finalement avoir un taux négatif. C'est-à-dire que quand on prête 100 à l'État français, il va vous rembourser que 99,9. Donc, ces 4 mesures ont été massives. Et le Covid on les a renforcés. Peut-être pas le côté qualitatif, mais on a gardé les 4 ans, ça on n'a pas allé plus loin. Mais par contre, on a fortement augmenté le côté quantitative easing, l'injection de monnaie. On est monté donc à 100 milliards, 1500 milliards promis, hein, 1000 milliards par an, à peu près, un peu plus. Et puis, on a maintenu et même accentuer les taux négatifs. Hein. On est descendu jusqu'à aujourd'hui quasiment, on est à moins 0,5% pour la monnaie banque centrale qu'on achète, je dirais, sur le marché, mais on descend à moins 1% pour certains crédits qui sont privilégiés. Donc il y a eu maintenant une approche un peu qualitative, mais au niveau de l'actif de la banque centrale, c'est-à-dire la banque centrale dit, si vous m'amenez ce type d'actifs, notamment investissement réel dans l'économie réelle, moi je vous les achèterai moins cher. Donc voilà ce qui a été fait. Mais aujourd'hui, on voit qu'évidemment, ça a changé totalement la donne. On ne respecte plus Maastricht puisque les banques centrales achètent de la dette publique. Le respect des 3% n'est plus du tout à l'ordre du jour. On est autour de 8-9 en Europe. Les 60% de dette, quasiment tout le monde les dépasse. Et la Banque centrale continue à injecter beaucoup de liquidités. Les taux d'intérêt sont encore un instrument, mais négatif, donc quelque chose qu'aucun marché ne concevait, parce qu'on voit bien qu'en finance, ça n'a pas de sens que prêter dans le futur rapporte moins. Enfin, on n'a même plus de valeur en termes de calcul mathématique de valeur de ces actifs, puisque théoriquement, le rendement négatif, ça n'a pas de sens. Voilà. Donc, on a beaucoup changé la donne. Et donc, et c'est là où je voulais en venir, la Banque centrale européenne et Christine Lagarde a annoncé un changement stratégique, ce qu'ils appellent une revue stratégique de la politique monétaire, c'est-à-dire de la refonder. Elle avait été définie, comme on l'a vu en 1999, un peu modifiée en 2003, pas beaucoup, et depuis 2003, rien. Tout ça avait été fait dans l'urgence des crises.
Et là, c'est une annonce très importante. c'est une annonce extrêmement importante, puisqu'ils disent on va changer le cadre structurel de la politique monétaire. Donc ça va sans doute durer, puisque ces changements sont faits pour durer. Et les changements annoncés me semblent vraiment assez radicaux. Clairement, plus de neutralité. Exactement. C'est-à-dire que cette idée libérale que la monnaie est neutre et ne joue pas sur la vie des gens est abandonnée, puisque un des arguments, je pourrais en développer d'autres, mais un des arguments, c'est notamment que la Banque centrale, alors déjà il y avait eu un changement en 2008, on avait dit aux banques centrales, vous vous occupez de stabiliser les marchés financiers. Donc certes politique monétaire, l'inflation toujours, mais aussi les marchés financiers. Et comme l'inflation était tombée à zéro, c'était plus tellement d'empêcher l'inflation, mais plutôt d'en faire et donc de relancer la croissance et l'emploi. Donc on était passé de l'inflation en politique monétaire à emploi, croissance, emploi, croissance, emploi, croissance. Et puis on leur avait donné un nouveau mandat, la stabilisation des marchés financiers, parce que les instances de régulation avaient été défaites par les politiques libérales dans les années 90, donc il n'y avait plus tellement de cadre de régulation. Donc on a dit, il faut en remettre. On a créé le Conseil européen du risque systémique, on a créé l'union bancaire, le mécanisme de stabilisation unifié, de régulation unifiée, énormément de choses. La BCE s'est pris en charge cette régulation financière. Ça, c'est 2008. Et puis, dans cette nouvelle annonce qui est faite, un troisième objectif, qui là vraiment renvoie à l'économie réelle, à la vie de tous les jours, la BCE dit qu'elle doit privilégier et orienter la transition écologique, c'est-à-dire d'avoir un rôle par son refinancement pour orienter les capitaux vers les secteurs qui permettront cette transition écologique. Donc là, on voit bien que la monnaie n'est plus neutre, puisqu'on dit clairement que, évidemment, on savait bien que sur l'emploi, et la Fed, elle n'était pas hypocrite, la Fed disait non, ça joue sur l'emploi. Bon, mais en Europe, non, on disait non, c'est seulement l'inflation. Là, on est passé à des choses beaucoup plus larges. Donc aujourd'hui, je dirais, mandat qu'il va falloir réintégrer, puisqu'ils n'étaient pas prévus. La politique monétaire, mais sans doute un peu élargie. Ils ont même parlé de l'emploi et les inégalités qu'il faudrait réduire. Deuxièmement, la stabilisation financière. Ça avait été largement fait après 2008, et ça, c'est en route. Et ils ont mis notamment toutes les décisions faites à Bâle 3 a été intégrées, donc c'est intégré dans le droit européen. Mais ce qui est nouveau, eh bien, l'idée que maintenant, il faut orienter la monnaie, ne pas faire ces injections qui iraient seulement, par exemple, sur des marchés financiers et qui feraient des bulles spéculatives. Ils ont peur de ça, en fait. C'est que cette injection de 1000 milliards ne serve pas à changer l'économie réelle, mais servent à acheter des actifs financiers. Et donc, évidemment, sur un marché de stock, si on achète trop de monnaie, les prix vont monter, et donc ils ont peur d'une bulle. Et qu'on leur reproche, à juste titre, après, d'avoir créé une bulle financière. Donc, ils disent, non, on va orienter cette monnaie, et on va tout faire pour que cette monnaie aille, notamment dans les secteurs. Donc, évidemment, c'est l'abandon de la neutralité de monnaie comme paradigme. Donc la Banque centrale européenne fait de la politique. Alors, c'est ça, évidemment, qu'on pourrait leur reprocher. Alors, pas moi je suis plutôt de ceux qui pensent que la monnaie est politique. Oui, vous êtes keynésien, donc là vous kiffez à fond cette revue stratégique. Totalement. Moi, c'est ce qu'on demande. Vous auriez pu l'écrire. C'est ce qu'on demande depuis 20 ans. J'aurais pu presque rêver, parce que l'écrire, je pense que je me serais censuré un peu. Et aux États-Unis, par exemple, que j'ai toujours défendu le système américain, ils étaient moins hypocrites que nous. Le mandat de la Fed date de 1978 et dit toujours inflation et plein emploi. Donc il y a toujours eu l'idée que la monnaie jouait sur l'économie, plein emploi. Aujourd'hui, on voit cela rentrer, et ça c'est nouveau, à la BCE, dont on sait que notamment le poids de la Bundesbank, il est très contraire à ça. Voilà. Donc on a un changement de paradigme. Il me semble même que là, ils vont très loin, puisque le financement de la transition écologique est quelque chose que même les politiques n'ont pas toujours intégré, ou tous les pays ne l'intègrent pas. Donc ils vont à l'avance. Alors, ce qui reste un peu de l'ancien système quand même, c'est qu'ils le font bien à travers les marchés financiers. On reste dans une économie de marchés financiers où c'est essentiellement par des actifs qui vont être considérés comme verts qu'on va orienter ça. Donc tout se fait par quand même les marchés financiers. La BCE reste dans son cadre-là. Et donc c'est bien aux politiques de fournir ces actifs financiers par des politiques structurelles de changement de la société. Donc ce n'est pas elle qui fait. Même si elle a un peu parlé de son impact sur la politique budgétaire, parce que la BCE n'est pas aujourd'hui
vous l'avez compris, totalement naïve. Elle sait bien que quand elle a amené les taux d'intérêt négatifs, ça a permis aux États de se financer à taux négatifs et donc de faire des économies énormes, de l'ordre de 50 milliards pour la France. Qu'est-ce que vous en faites? En gros, la BCE dit aux États. Et évidemment, ce n'est pas à la BCE de dire aux États, vous en faites ça. Mais elle va dire, si vous aidez la transition écologique, nous, on vous accompagnera. Donc c'est quand même une manière, mais c'est bien aux États de le faire. Donc il y a un jeu, puisque évidemment la BCE n'est pas dans son organisation une institution totalement démocratique. Elle n'a pas de compte à rendre au Parlement européen, par exemple. Elle n'a pas de compte à rendre à la Commission européenne, ni vraiment au Conseil, même si le Conseil nomme les membres. Elle est indépendante. Elle est indépendante totalement. Et donc on pourrait lui reprocher, mais alors vous devenez une institution politique majeure en n'ayant pas de légitimité politique. Je peux vous dire que c'est pas on pourrait lui reprocher, Oui. c'est que beaucoup lui reprochent, Voilà, déjà. Et donc là, on va sans doute toucher aux limites du modèle. C'est-à-dire, en gros, la BCE dit, aujourd'hui, le monde a changé, je devrais être comme ça, mais clairement, elle ne l'est pas. Et changer les traités, je rappelle, on n'est pas aux États-Unis. Aux États-Unis, le mandat peut être changé par le Congrès, puisque la monnaie relève du droit, comme dans la tradition grecque, donc ils peuvent changer le mandat en une nuit, par un vote du Congrès. Non, pas chez nous, puisque la monnaie a été organisée par des traités européens. Il faudrait donc évidemment que le Conseil se mette d'accord, qu'on fasse un nouveau traité européen qui soit validé par l'ensemble, pas seulement des 19, bien sûr, mais des 27 pays européens. Alors, on n'aurait plus l'Angleterre, mais voilà, il faut que tout le monde le valide. C'est très lourd, c'est très compliqué, et donc je ne sais pas jusqu'où on ira, mais on voit bien de toute façon que tout le monde a intérêt à ce que la BCE fasse bien son travail. Et donc, bon, alors moi j'ai toujours dit, ce n'était pas une institution qui a un niveau démocratique que j'aimerais, qui soit comme aux États-Unis avec vraiment une implication, mais elle fait très très bien son travail. Donc à la limite, soyons pragmatiques, tant qu'elle fasse bien son travail, je pense que ce qu'elle est en train d'annoncer va vraiment dans le bon sens. Je pense que c'est une bonne chose. Mais c'est vrai qu'un contrôle politique de la chose serait utile, même si on sait que se mettre d'accord à 19 peut être compliqué. Les banques centrales nationales vont être obligées d'appliquer cette revue stratégique? Alors oui, elles le sont de facto. Alors, je rappelle que c'est d'ailleurs les banques centrales nationales qui possèdent la BCE, qui sont actionnaires de la BCE. La BCE appartient aux banques centrales nationales, donc il y a un jeu entre elles, bien sûr. Et les votes sont faits notamment par ce fameux Conseil de politique monétaire, dans lequel il y a 21 voix. Et sur ces 21 voix, vous avez 15 banquiers centraux, qui sont les banquiers centraux des 19 pays. Alors, c'est un peu tournant, etc. Tous les mois, ça change. Mais en tout cas, vous avez 15 banquiers centraux. Donc, les banquiers centraux décident des changements de la BCE. Ce n'est pas la BCE. Donc, vous avez quand même une interaction entre les deux. Alors, ce n'est pas un banquier central qui veut changer. On a vu le président de la Bundesbank voter contre pratiquement toutes les décisions de Draghi dans les 4 dernières années. Bon, mais il était tout seul, donc ça a été 1 contre 21. Puis vous avez 6, on appelle politiques, donc comme Christine Lagarde, qui a été nommée par directement le Conseil, le sous-gouverneur, etc. Donc vous avez 15 plus 6. Bon, et les 6 ont sans doute une approche un peu plus politique, même si on voit que souvent ils ont fait une partie de leur classe dans les banques centrales. Je crois que la seule exception, c'est Christine Lagarde. Donc c'est pas une volonté de Christine Lagarde seule? Non, elle n'en aurait pas les moyens, puisqu'elle n'est qu'une voix parmi les 21. Alors bien sûr, elle n'a pas un élément d'impulsion. Très clairement, Mario Draghi a eu une impulsion très forte. Mais Mario Draghi avait été président de la Banque centrale italienne, il avait été directeur du Trésor italien, il connaissait le milieu des banques, il avait été aussi à Goldman Sachs, c'est un qui connaissait les banques, il connaissait ça. Pas Christine Lagarde. Christine Lagarde n'est pas du tout une économiste. Sa seule expérience, c'est d'avoir été ministre de l'économie et des finances, donc vraiment du côté Trésor, mais pas du tout Banque centrale. Donc c'est pas elle qui va impulser comme ça des changements qui sont... Voilà. Par contre, elle est capable sans doute d'obtenir un consensus politique. C'est ça, elle sait faire. Et donc c'est toujours un consensus. Et quand je dis consensus, on voit bien qu'aujourd'hui c'était consensus moins 1, c'est-à-dire qu'avant Draghi, on disait toujours que théoriquement le vote est prévu. Et donc il doit avoir un vote. Mais il n'y avait pas de vote, c'était le consensus. Et Draghi a réinstauré le vote qui était dans les statuts. Pourquoi? Pour bien montrer qu'il y en avait un qui n'était pas d'accord, et c'était toujours le président de la Bundesbank, c'était la Bundesbank, donc l'Allemagne, ce qui a plutôt marginalisé l'Allemagne. Évidemment,
la Bundesbank pèse quand même très très lourd. Et donc, s'il n'y a que l'Allemagne, ça va, mais on peut avoir un basculement avec l'Autriche, la Finlande, les Pays-Bas qui sont souvent sur les mêmes lignes. Et donc, là, Christine Lagarde serait obligée de renoncer. C'est bien un problème là de majorité. Donc, à l'intérieur de la BCE, il y a de la démocratie, mais c'est évidemment des gens qui viennent directement, dont les 15 qui ont été nommés par les États-nations. Oui. Nous sommes une construction qui n'est pas fédérale, hein. Je ne veux pas le reprocher totalement. On a copié l'organisation de ce pouvoir sur ce qu'est l'Europe, c'est-à-dire un ensemble d'États-nations, hein, qui chacun défendent un peu leur intérêt. On va revenir à, j'allais dire, l'actualité. En termes de politique monétaire, il semblerait que l'injection monétaire commence à s'inverser. C'est-à-dire que les banques centrales et la Fed notamment, donc aux États-Unis, commencent à arrêter le quantitative easing. Oui, alors là, il y a deux choses. Je fais le lien avec les changements un peu structurels. La BCE est en train de changer un peu d'ailleurs la définition de l'inflation. On n'est plus 2 et un peu moins de 2%, mais autour de 2. Donc ça pourrait être un peu plus que 2. Donc ils anticipent sans doute une accélération de l'inflation et ils la rendent, surtout quand elle est conjoncturelle. On va aujourd'hui s'intéresser plutôt à l'inflation structurelle, c'est-à-dire hors les chocs conjoncturels aujourd'hui qu'on voit avec le Covid ou l'économie repartant. On a des petits goulots d'étranglement dans l'offre, hein. Donc aujourd'hui, une inflation à 5,4% aux États-Unis. Bon, on pourra en reparler. Donc, oui, surtout, enfin juste pour ça, c'est que les banques centrales ont une définition de l'inflation qui n'est pas la nôtre, puisque pour eux, l'inflation doit être durable, pour être prise en oui, compte. tout à fait. Elle doit être durable, c'est ce qu'on appelle un phénomène auto-entretenu. Et à la BCE, toujours dans cette vision stratégique, ils sont en train d'envisager peut-être, par exemple, de mettre le prix de l'immobilier, par exemple. C'est des choses qui jouent sur la vie des Français, par exemple, des Européens, ce qui était le cas à la Banque d'Angleterre avant, hein. Et aujourd'hui, on se dit, on ne peut pas prendre que des prix à la consommation. La vie, ce n'est pas que des prix à la consommation. Donc, ils ont une vraie réflexion stratégique. Bon, ben là, je suis un peu sorti du cadre. Je reviens à votre question. Oui, on espère, et c'est un peu le cas, que la crise de la Covid-19 soit derrière nous, en tout cas de plus en plus. Et la vaccination en France montre son efficacité tous les jours. J'ai repris personnellement devant des amphis de 300 étudiants normalement, donc la vie normale revient. Si la vie normale revient, l'État va se désengager de toute cette politique qui lui coûtait extrêmement cher et qui suppléait finalement une offre qu'il avait bloquée. Donc on devrait revenir à la normale. Si on revient à la normale au niveau des États, il est normal que la Banque centrale européenne revienne à la normale. Alors là, aujourd'hui, elle a annoncé un passage de 100 milliards par mois, on descend à 90, voilà. C'est la dernière annonce qui a été faite ce mois-ci, en septembre. On va sans doute, d'ici quelques temps, redescendre à 80. Voilà. L'idée, c'est que la BCE va accompagner la réduction aussi des interventions publiques. Et donc, l'idée est d'avoir un retour à la normale. Mais ce retour à la normale va prendre sans doute plus d'un an largement. Voilà. Et puis, est toujours soumis au risque de la crise sanitaire. La normale, c'est quoi? Alors, la normale, ce serait zéro. C'est-à-dire plus de quantitative easing. Un, déjà, on arrête le quantitative easing. Deux, on verra bien sûr qu'il y a toujours du qualitative easing au sens où on va orienter vers les actifs verts, mais ça c'est nouveau. Donc ça, on va garder ce côté-là, ça va être structurellement mis. Puis l'idée, c'est que les taux d'intérêt ensuite devraient arrêter d'être en territoire négatif, revenir à zéro, et même normalement pour avoir ensuite un peu de réserve, les taux qui ont monté. Même si on dit bien qu'aujourd'hui, la croissance structurelle sera toujours plus faible et donc que les taux d'intérêt qui sont calés dessus sont plus faibles. Et donc, en gros, un taux normal de politique monétaire aujourd'hui sera toujours plus bas qu'avant la crise de 2008. Ils ont un peu pris des garanties là-dessus. Voilà, donc d'abord arrêter le quantitative easing, ensuite remonter légèrement les taux d'intérêt et puis demander aux États de re-respecter le traité de Maastricht. Alors sans doute avec des trajectoires sur 5 ou 10 ans, hein, bien évidemment, mais c'est-à-dire de réduire leur déficit public. Oui, maintenant que vous avez autorisé le dépassement des 3%, plus personne ne va le respecter. Alors, ce n'est pas moi qui l'ai Oui. autorisé, hein, ce n'est pas moi C'est une de ces qui m'a autorisé, ce sont un peu les circonstances, hein. C'est-à-dire que cette crise a surpris tout le monde, et les économistes les premiers, puisque nous ne sommes pas producteurs de virus ou spécialistes de virus, et donc on n'avait pas grand-chose d'intéressant à dire dessus. On s'est aperçu que les médecins ont mis du temps avant de dire les choses intéressantes. Bon, ils ont été très rapides, hein, et le vaccin a montré qu'ils étaient capables en concentrant. Donc, mais là, évidemment, ça a surpris tout le monde. Et je crois que dans ces cas-là, j'ai toujours dit effectivement qu'il faut mieux
avoir signé un traité intelligent et le respecter que de ne pas respecter un traité stupide. Mais on a bien vu que là, le traité de Maastricht n'était pas du tout adapté à ce type de situation gravissime. Donc, on ne l'a pas respecté. Et je pense qu'il serait temps aujourd'hui, et c'est un peu ça la revue stratégique de la BCE, de le changer. Mais il est clair que la BCE ne peut pas changer les traités, ça relève du politique. Et donc aujourd'hui, la balle, comme souvent, elle est à Bruxelles, elle est au niveau des conseils, puisque la BCE finalement est allée au-delà de ce qu'elle devait faire, mais de manière intelligente, et elle a eu raison. Hein. On ne va pas reprocher à quelqu'un, oui, moi je prends souvent cette image, si quelqu'un a tapé dans un arbre en ayant un accident de voiture et perd son sang, vous lui faites une transfusion avant de lui rappeler le code de la route et du fait qu'il avait peut-être fait un excès de vitesse. Hein. Il y a un temps pour le code de la route, il y a un temps pour respecter la loi, il y a un temps pour soigner et guérir. Donc en ce moment, nous sommes en perfusion. La perfusion doit encore un peu durer, mais après, il faudra réfléchir au code de la route et j'espère qu'on ne reviendra pas au code précédent, qu'on évoluera. Et c'est bien ça que l'on commence à sentir au sein de la BCE. Changement, choc conjoncturel, changement structurel, tout ça, la BCE se dit bien, attention, moi je veux bien sauver les États, mais il faut que les États changent le monde. C'est-à-dire que je ne peux pas faire ça uniquement pour sauver les marchés financiers. Je crois que la BCE veut absolument être légitime dans son action, et pour être légitime, c'est changer la vie des gens, et pas uniquement sauver les marchés financiers. Et je crois que c'est sain, hein, c'est très sain cette démarche, mais ce n'est pas facile. Et ça va être long. Et ça va être long.